juste deux réflexions. La première sur le financement. J'ai rencontré Pierre et ses équipes il y a peu de temps avec des gens de Paris, du MEDEF, où on va être, a priori, une des deux régions françaises où on va pouvoir mettre à disposition des PME, des TPE de notre région. En particulier, là où on a identifié qu'il y avait un manque, c'est la petite entreprise qui a la capacité et l'envie de devenir un peu plus grande, mais qui n'a pas, ni par sa cotation, ni par sa volumétrie, assez de visibilité pour attirer les investisseurs et les banquiers. Et donc, on est en train de travailler. Ça peut être un budget une enveloppe de l'ordre d'1 milliard d'euros, ce qui ne serait quand même pas une bêtise. Et on est en train de monter les garanties nécessaires pour faire en sorte que les choses puissent voir le jour rapidement en région. Pour revenir sur le sujet d'origine, c'est comment on fait gagner notre région sur la transformation que nous connaissons. Dans l'entreprise, on sait très bien qu'il ne suffit pas que l'entrepreneur ait une vision, s'il ne la partage pas, c'est l'échec. À l'échelle d'une région, il faut aussi que les pouvoirs publics comprennent que pour faire gagner une région, il faut que l'ensemble des acteurs partagent et comprennent la vision et les actions qui vont accompagner cette vision. Et sur le numérique, ce qu'on a dit dans le cadre de la campagne aux élections régionales, comme on a souhaité la naissance du guichet unique du financement, on a souhaité que l'ensemble des actifs de cette région puissent passer ce qu'on appelle le passeport du numérique. C'est quoi? C'est que quel que soit son rôle dans l'entreprise, y compris dans le public, qu'on puisse mesurer ce que ça va changer pour son quotidien en tant que citoyen, mais également ce que ces transformations vont changer en tant que salarié du public ou du privé. Et si on ne fait pas cette pédagogie indispensable à ce que l'ensemble des acteurs accompagnent le mouvement et qu'on soit en capacité, non pas de le vivre comme une crainte, mais de le vivre réellement comme une opportunité. Et là, sans pédagogie, à mon avis, on risque de rester petit, fragile et faible. Alain Gargani. Alors, la molécule est efficace. Je cherche l'antidote depuis ce matin. Sur les petites entreprises, un petit mot pour répondre à Nicolas. Aujourd'hui, les entrepreneurs qu'on croise, ici, il y a 87 000 entreprises ressortissantes de la Chambre. Il y a 60 000 qui ont moins de 5 salariés. Pour grandir, il faut, la confiance. Aujourd'hui, rencontrez-les, nous on les rencontre, il n'y a plus la confiance, il n'y a plus la motivation, il n'y a plus l'envie. Et pour autant, il y a des entreprises qui marchent bien et qui nous parlent de partir à l'étranger parce qu'ils en ont marre. Moi, je crois que les fonds propres, c'est une des problématiques qu'on peut rencontrer. Pour aller où, par exemple? En Italie, en Espagne, Portugal. au Portugal? On parle beaucoup du Portugal en ce moment. Je ne sais pas pourquoi on parle du Portugal, mais j'ai quelques idées. Ouais. Je crois que nous, à la CGPME nationale, on a fait quelques propositions. Vous les avez suivies. C'est sur l'IS qui est réinvesti par le chef d'entreprise. Dans son entreprise, eh bien, exonérons totalement d'IS. Capitalisons cette ressource pour que l'entreprise continue à grandir et qu'elle ne perde pas ses 30% à chaque fois. C'est aussi, et ça vous le savez aussi, pour grandir, il faut employer des gens. Aujourd'hui, les petites entreprises, elles ont peur d'employer des salariés. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas forcément structurées pour lire les quelques milliers de pages du Code du travail. Donc adoptons un Code du travail au TPE-PME. C'est notre vœu pieux, mais c'est notre vœu. Et en réglant 2-3 bricoles comme ça, ça va redonner cette confiance et demain, oui, on aura des beaux projets pour développer. Là, on est sur des phénomènes. Là, vous avez donné des exemples de start-up qui réussissent. Mais la grande masse des 60 000 entreprises, ils n'ont pas forcément cet éclair de génie. Par contre, ces entrepreneurs qui veulent développer leur entreprise. Mais très vite, tous ces freins mécaniques, financiers et... elle revient la voix, vous avez vu, c'est marrant. J'ai trouvé l'antidote. S'il dit administratif, à mon avis, ça va être totalement libéré. Ah ouais, là, ça m'a libéré. Regardez, le dernier G. Il y a encore des grands génies qui ont dit, voilà, les entrepreneurs, maintenant, vous allez devenir percepteurs des impôts. Vous avez vu ça? Vous le savez, vous êtes concernés. On va être dans nos feuilles d'impôts, on va être maintenant les percepteurs pour nos collaborateurs des impôts en 2018. Comment vous pouvez imaginer être chef d'entreprise, vous venez dans le guidon, vous allez faire la pénibilité et maintenant on va être percepteur? C'est impossible. Bien. Manuel Ibanez, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais revenir sur les fonds propres. Moi, j'aime bien, je suis expert comptable, les commissaires aux comptes, j'adore les fonds propres. Les fonds propres, c'est le vécu de l'histoire. Les quasi-fonds propres, c'est le futur.
Et j'aimerais qu'on réfléchisse. S'il y a des stagiaires dans la salle, ils peuvent prendre des notes. Oui, Celle-là, elle rapporte 2 ou 3 points. Sur la technique des quasi-fonds propres, c'est les obligations convertibles en actions, c'est les ORA et compagnie. Je pense qu'il y a la région, elle a quelque chose à jouer là-dedans. Aujourd'hui, quand une entreprise n'a pas assez de fonds propres parce qu'elle n'a pas vécu suffisamment pour dégager suffisamment de résultats, elle a du mal à lever les emprunts. Et quand on va voir notre ami à l'Association française des banques ou ailleurs, on dit oui, mais enfin, ouais, le ratio n'est pas bon, ça ne suffit pas et compagnie. Il y a des mécanismes que les chefs d'entreprise, je dirais, les grands chefs d'entreprise connaissent, mais les petits et moyens ne connaissent pas. C'est tout le marché obligataire, c'est le marché des obligations remboursables en actions et compagnie. Et là, comment garantir les fonds propres ou les quasi-fonds propres, surtout les quasi-fonds propres? Je veux dire, ça existe déjà à travers la BPI quand même un petit peu. Hein. Mais je veux dire, peut-être qu'il serait intéressant de mettre en place avec la région, pour les entreprises moyennes d'une taille inférieure, leur permet de franchir un cap. Je dirais une quasi-assurance du temps où moi j'ai connu la Sofaris, ceux qui sont anciens se souviennent, où on garantissait, je dirais, l'emprunt obligataire. Et c'est quoi un emprunt obligataire? C'est que vous réussissez, ben vous remboursez, avec un taux d'intérêt certes plus élevé, vous ne réussissez pas, ça se transforme en capital. Mais le chef d'entreprise, il dispose immédiatement du cash pour pouvoir développer son entreprise. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'utilise pas dans les petites PME. On l'utilise dans les grands groupes, alors que juridiquement, on peut le faire. Et ça, je veux dire, il faut réfléchir à ça, parce que ça, c'est un outil de développement. C'est un outil qui permet de briser le plafond de verre. Et je pense que la région a beaucoup à faire là-dedans. Alors, Pierre Dufay, ça vous intéresse ou pas, cette proposition? Non, c'est une proposition très intéressante, c'est une solution qui est très pratique et on doit réussir à construire un outil dans ce sens-là. Je partage parfaitement votre vision des choses sur ce sujet et les quasi-fonds propres sont, je ne sais pas si ça plaira aux banquiers, mais c'est probablement une solution très, très, très simple, pratique et opérationnelle pour les entreprises qui ne peuvent pas accueillir des fonds propres. Ça plaît aux banquiers ou pas, Frédéric, Ronald? Est-ce que ça plaît aux banquiers? Tout plaît aux banquiers. Alors c'est un sujet, évidemment, on pourrait en parler pendant technique. des heures. Hein. C'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va pas, par le président Ibanez, donc on va pas le faire. Mais moi, ce que je ferai deux remarques sur la première, toute simple, c'est que c'est extrêmement agréable de voir que sur ce sujet-là, il y a une parfaite unanimité. Ça n'est pas arrivé si souvent que cela. C'est-à-dire que les professionnels du chiffre, les organisations syndicales qui représentent les entrepreneurs, les collectivités territoriales, les banques. Aujourd'hui, il y a une vraie communauté de vues, d'intérêt sur le sujet et on est tous en phase. Ça, c'est peut-être, ça paraît évident comme ça, mais ça n'a pas été si souvent que ça le cas. Sur le sujet plus technique, pendant très longtemps, il y avait une solution au financement, c'était la banque. Point à la ligne, rien d'autre. Sauf pour de très grands groupes internationaux qui avaient d'autres moyens de se financer. C'était la banque. Ça reste toujours majoritairement la banque. Les banques, elles ont besoin de faire Les banques, elles savent faire une chose très bien. Prêter de l'argent à des gens qui vont ensuite les rembourser tous les mois, tous les trimestres. Ce que les banques savaient beaucoup moins faire, c'est rentrer au capital des entreprises. Simplement parce que ce n'était pas leur mission. Aujourd'hui, les entreprises, pour se développer, elles ont besoin certainement qu'on leur prête de l'argent, mais elles ont surtout besoin, comme disent tous les intervenants, qu'on leur apporte de la ressource longue. C'est-à-dire quelque chose qui ne se remboursera pas tout de suite. Ça, évidemment, le système bancaire, prêter de l'argent qui ne se rembourse pas tout de suite, ou qui se remboursera peut-être jamais, c'est très compliqué à faire. Surtout qu'on n'a pas vocation, nous, à gérer les entreprises. On a vocation à les financer, pas à les gérer. Alors, il faut imaginer des solutions qui soient différentes. Il y a plein de solutions. Il faut le temps de les mettre en œuvre, parce que autant ça va vite, l'innovation va vite dans le monde de l'entreprise. Dans le monde financier, c'est un tout petit peu plus compliqué. Bon, parce qu'on a un monde très réglementé. C'est compliqué. L'argent n'est pas une ressource comme les autres. On est très réglementé, on a beaucoup de contraintes. Et le législateur se plaît à nous mettre des contraintes. Deuxièmement, on est dans un secteur où il faut fédérer des gens qui peuvent avoir des intérêts divergents et les mettre en même temps sur le même produit. Ça, c'est pas si facile que ça. Et puis, il y a des ruptures de culture, d'habitude. On va bousculer un petit peu les choses. Le quasi-fonds propre, c'était un gros mot il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, on commence à le découvrir. Donc, il va falloir un petit peu de temps pour que l'innovation financière vienne financer l'innovation des entreprises au sens large. Mais le mouvement, il est engagé. Il y a plein de bonnes idées, il y a plein de choses à faire.
Et moi, je suis convaincu qu'on financera demain nos entreprises totalement différemment de ce qu'on les finançait hier. Et c'est une excellente chose. Alors, autre excellente chose, c'est que je vais me tourner vers Nicolas Bouzou qui m'a fait un signe en disant « je dois partir » et ça va me permettre d'engager le dernier tour de table. Évidemment, la question est un peu réductrice, c'est une question de journaliste, mais quelles sont les priorités aujourd'hui? On ne peut pas tout engager en même temps. Quelles sont les urgences pour vous, dans une région comme PACA que vous avez décryptée? Les urgences, on en a parlé, ça tourne vraiment autour de la notion d'écosystème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire, il faut déjà se projeter dans l'avenir. C'est vraiment un exercice, et justement que les professions comme les vôtres alors font déjà, mais il faut vraiment s'y astreindre de façon extrêmement structurée, en se disant il faut avoir un projet à l'horizon de 10-15 ans. Se disant mais qu'est-ce qu'on veut pour notre région, quels sont les secteurs qu'on veut développer, quel type d'entreprise on veut développer, parce que tout ça est en train de changer. Donc il y a vraiment un exercice de prospective à faire. À partir de là, il faut vraiment raisonner autour de la notion d'écosystème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va assembler les blocs dont on a besoin, les questions financières, les questions d'innovation, qu'est-ce que les pouvoirs publics vont devoir faire là-dedans. Et je suis d'autant plus tranquille pour dire ça que je trouve que la démarche est plutôt bien engagée à Marseille. Marseille, moi je trouve que c'est vraiment l'une des métropoles qui est promise à un très grand développement ces prochaines années, non pas seulement en France, mais en Europe. Je dis toujours, pour moi, Marseille, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a vu au nord de l'Angleterre, Manchester, Liverpool. C'est-à-dire vraiment une espèce de renaissance qui s'est appuyée sur des facteurs culturels extrêmement forts, sur le secteur de la culture, d'ailleurs, notamment à Marseille. C'était vrai à Liverpool aussi, à partir duquel on a pu rebâtir une identité, faire revenir des gens, rendre le territoire attractif, faire venir ce que les économistes appellent pompeusement les classes créatives. Donc il faut vraiment construire un écosystème qui soit très performant. Moi, il y a un secteur auquel je pense pour vous, dans lequel Marseille est déjà très présent, mais c'est celui de la santé. Dans le domaine de la santé, il y a vraiment encore énormément de choses à faire. Il y a une véritable révolution dans le domaine de la santé. On a des très bons systèmes de prise en charge en France, notamment dans un secteur que je connais un peu, qui est celui de la cancérologie. Alors, si j'emploie des gros mots, bonne prise en charge, ça veut dire qu'il y a un vrai marché pour les entreprises. Mais enfin, c'est un marché pour la bonne cause, c'est très, très utile. Et donc, il faut vraiment constituer des gros clusters autour de ça, dans lesquels on aura beaucoup d'étrangers. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision très globale du développement économique. On n'a pas parlé d'urbanisation, par exemple, mais si vous voulez faire venir des gens très intelligents en France, qui est un pays en plus où on paye beaucoup d'impôts, donc il faut leur proposer quelque chose qui contrebalance un peu cet effet fiscal, il faut avoir de très belles villes, des pistes cyclables, des places dans les ports, etc., des infrastructures sportives, tout ce que vous voulez. Donc il faut tout ça. Et si on arrive à se mettre d'accord autour d'un projet comme ça, enfin vous avez eu en Europe de véritables renaissances absolument extraordinaires. Voilà, je le disais, Manchester-Liverpool, c'est la région d'Angleterre qui a créé le plus d'emplois ces 10 ou 15 dernières années. Alors on vous libère, on vous applaudit. Je suis confus. À très bientôt. On continue très rapidement ce tour de table. Même question, encore une fois, j'assume le fait qu'elle soit réductrice, mais pour conclure cette journée de travail, ça me paraît être pertinent. Quelles sont pour vous les priorités? Dans toutes les priorités qui existent, quelles sont les urgences? Tiens, on va commencer par le MEDEF, M. Monteil. Merci beaucoup. À mon avis, la priorité des priorités, c'est redonner du sens. Parce que quand on prend un peu de recul, objectivement, quand on voit nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, au moins à l'échelle des grands-parents, quelle que soit sa classe sociale, quand on voit l'évolution du niveau de vie, quand on voit, y compris dans les pays pauvres, l'augmentation du niveau de vie de ces pays, on n'a jamais été économiquement dans des situations comparables à celle-ci. Et pourtant, dans les têtes, on est névrosé. Aujourd'hui, on est en permanence en train de parler de ce qui n'arrive pas, de ce qui ne se passe pas, alors qu'on vit dans une époque bénie. Et donc, la difficulté, y compris les niveaux de croissance qui nous manquent, elles sont dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'on parlait de la nécessaire pédagogie, formation à faire autour du numérique sur ces enjeux, parce qu'il faut impérativement qu'on joue plus collectif dans nos entreprises avec nos collaborateurs, les élus avec les citoyens. Il faut impérativement qu'on soit dans un partage des enjeux, de la vision, et c'est à mon avis indispensable, parce que sans l'adhésion à un projet,
alors, quels que soient les mécaniques qu'on mettra en place, quels que soient les allègements fiscaux, quelles que soient les mesures, Ça ne fonctionnera pas. ça ne marchera pas. Donc on retrouve la nécessité, à travers cette expression donner du sens, la nécessité de construire un projet, ce qui a été entamé par des institutions ou d'autres. Alain Gargani. Alors, je travaille la voie là un petit peu. Je salue la présence de... Je crois qu'il y a les nouvelles technologies qui sont... Enfin, la French Tech qui est parmi nous. C'est clair qu'avec Stéphane Soto, il m'a envoyé un texto pour me dire de sourire, donc il doit être là. Alors, qu'est-ce qui... C'est la télé qui m'a dit ça. Juste, je crois qu'il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir une voiture qui va à 200. On nous a levé les freins et levé le volant et on arrive dans un virage. S'il n'y a pas quelqu'un qui a un courage, un vrai courage politique, de dire l'économie, c'est important, les entrepreneurs, c'est essentiel, pour leur donner un futur réel, eh bien, il faut leur redonner confiance. Pour leur redonner confiance, il faut changer de modèle. Là, on est sur un modèle qui est trop social et on le sait tous, nos impôts servent à payer des gens qui, malheureusement, pour la plupart, ne sont pas productifs. Et tant qu'on restera dans ces schémas-là, on n'y arrivera pas et on ne fait pas de politique. On dit simplement on est dans un modèle qui est au bout. Et si on ne change pas de paradigme aujourd'hui, eh bien, on va aller pour nos enfants dans le mur. Donc oui, je pense qu'il faut un courageux, quelqu'un qui dise, ou une courageuse, qui dise, voilà, pour que nos entreprises se développent, voilà les étapes qu'il faut suivre. Alors moi, j'ai effleuré 2-3 sujets, mais autour d'une table, on peut se mettre tous les entrepreneurs que nous sommes, en portant une voix unique. On l'a vu sur la capitalisation des entreprises, et on sait ce qu'il faut faire. On fait une feuille de route, il y a quelqu'un qui le porte pour changer. Mais avant tout, il faut redonner confiance et il faut des gens courageux pour porter la voix des TPE et des PME pour que l'économie continue. Merci, monsieur du MEDEF, pour ton soutien. Manuel Ibanez. Alors moi, c'est très simple, je vais vous dire. Moi, je suis pour la libération de l'économie, mais je dirais il faut que l'économie soit, entre guillemets, contrôlée par la philosophie et le bon sens. C'est tout. Bien. Ça, c'est du concret. Mohamed Lakila. Bien. Moi, je crois que c'est un problème d'homme avec un grand H. Là, je vois depuis le changement de gouvernance au niveau de la région, quand on voit arriver des chefs d'entreprise qui comprennent l'entreprise, qui sont dirigeants aujourd'hui, qui sont dans la vraie gouvernance, les choses peuvent changer. Et on le voit aussi au niveau national, tout simplement. Comment voulez-vous parler d'entreprise quand vous n'avez jamais été entrepreneur vous-même? Et on en voit défiler, je dirais, à longueur de journée, des candidats, y compris à la présidence de la République. Donc c'est un problème d'homme. Il faut que ça soit accompagné. Alors j'ai souvent tendance à dire l'expert comptable, il doit être avant tout citoyen. Il a ce rôle de citoyen. Et on le vit tous les jours. Vous savez, quand on intervient avec ce qu'on fait aujourd'hui avec le baromètre auprès de la région et de tous les acteurs, on sort peut-être un petit peu de notre sphère simplement de traitement des chiffres. Et on va au-delà parce que ça nous concerne et ça concerne l'économie en général et beaucoup plus loin, la nation. Regardez tout simplement aujourd'hui, tous les jours, quand vous regardez la télé, vous écoutez les journaux, vous écoutez les journalistes, monsieur Gabi, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'entreprise? Est-ce qu'on parle de création d'emplois? Est-ce qu'on parle de transmission d'entreprise? C'est tout ce qui pourrait donner sens à la vie. On va vous parler de thèmes peut-être qui intéressent certains, ou en tout cas, on n'est pas dans la vraie vie qui consiste à créer de l'emploi, donner de la confiance à l'avenir, et la jeunesse, elle a besoin de retrouver cette confiance. Et quand je vais dans les lycées, je m'adresse à des jeunes aujourd'hui qui font des études, et quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, on ne sait pas. Il faut arriver à donner confiance, et cette confiance passe par les élus. Et je remercie Pierre, le travail qu'il a fait aujourd'hui au niveau de la région en quelques mois, très vite, en quelques mois, d'abord de comprendre ce que fait un élu à la région, ce n'est pas aussi évident que ça, mais surtout de donner cette direction. J'observe souvent ce que font les pays étrangers. J'étais récemment au congrès de l'Ordre des experts comptables à Marrakech.
on a le président qui est là, qui est présent. La thématique, ça a été l'exportation. Comment sortir le Maroc des difficultés qu'il connaît aujourd'hui. Et quand on voit, en quelques mois, les investissements qui ont été faits massivement des banques, des entreprises, en direction de toute l'Afrique, qui connaît, elle, une croissance de plus de 10%. On est entre 8 et 10. Eh bien, on a peut-être à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. J'ai vu le port de Tanger, on a beaucoup échangé avec Pierre. Les conteneurs à Tanger, ils sont ouverts, tout simplement. Quand ils arrivent sur le port, ils sont ouverts. Ici aussi? Ben non. Oui, peut-être pour d'autres raisons. Ils ne font que transiter. Il y a peut-être aussi une réflexion autour du port de Marseille qui peut générer de l'activité. Nous sommes un port, on devrait être le premier port européen. Malheureusement, il n'y a pas encore de décision politique allant dans ce sens. Alors, attendez, Président Aquila, je vous coupe parce que j'avais dit quelles sont les priorités. Donc, je me tourne vers Pierre Granduffet qui doit se dire c'est vachement agréable d'être reçu par les experts comptables et les commissaires aux comptes. Ils disent que du bien de moi. Donc, quelles sont les priorités? Oui, non, je ne vais pas rajouter d'autres choses sur la vision philosophique de la société, sur la recherche de sens. Je partage tout ça. Moi, je pense que la priorité, des priorités, elle tourne autour du travail. Parce que le travail structure toutes nos sociétés modernes et le travail reste le principal facteur d'épanouissement. Or, aujourd'hui, on a pris une très mauvaise direction. On a pris une mauvaise direction parce que ce qui conduit nos choix, c'est la recherche de la productivité. Et la recherche de la productivité, ça conduit naturellement, directement, à la recherche de la baisse des coûts de revient. Et pour baisser ces coûts de revient, aujourd'hui, puisqu'on ne peut pas augmenter les prix pour améliorer sa productivité, on s'attaque à ce qu'on peut réduire. Et ce qu'on peut réduire le plus facilement possible aujourd'hui, c'est la masse salariale. Ce sont les hommes. Et on les remplace par des machines, et c'est la numérisation, la robotisation. Pour prendre quelques exemples rapides, en l'espace de quelques années, quelques dizaines d'années, les pompistes qui nous servaient de l'essence ont disparu et ce sont des machines qui le font, enfin on le fait tout seul. Quand on va retirer de l'argent, ce sont des machines. Quand on va payer à la caisse d'un grand magasin de sport, c'est une machine. Et puis aujourd'hui, le comble du comble, vous allez prendre un cours de gym dans une salle de gym, vous rentrez, vous payez avec votre carte, vous voyez personne, vous rentrez, vous allez au fond de la salle, vous avez un écran, vous cliquez dessus, vous choisissez un cours virtuel. Et donc, cette recherche de productivité, cette robotisation, elle détruit mécaniquement des emplois. C'est la fameuse innovation schumpeterienne à laquelle faisait allusion. C'est pas schumpeterien, parce que non, c'est pas schumpeterien du tout, parce que Schumpeterien disait que la transformation entraîne une création d'emplois qui compense la destruction. Or, destruction créatrice. Mais il y avait une longue période sans création. Mais ça n'est pas schumpeterien, en ce sens que la destruction n'est pas créatrice d'emplois, parce que la robotisation, elle ne crée pas d'emplois, sauf quelques ingénieurs qui fabriquent des machines qui remplacent quelques milliers de gens qui travaillaient avant. Donc c'est une mauvaise direction. Et pourquoi on en est là? On en est là parce que le coût du travail est trop élevé, parce que le modèle est trop social. Et parce qu'on fait croire aux gens qu'on peut aller vers un revenu universel en leur disant vous restez chez vous, vous ne travaillerez pas et vous recevrez un revenu. Et on les empêche de s'épanouir et on détruit nos sociétés. Puis on arrive à des dérives extrêmes après à cause de ça. Donc la priorité des priorités, c'est faire en sorte qu'on puisse réduire le coût du travail pour retourner à ce qu'on appelle des petits boulots, mais qui n'en sont pas et qui sont extrêmement utiles, mais qui sont utiles économiquement, mais surtout sociologiquement. Parce qu'on est en train de créer une société qui est complètement déshumanisée, où on échange avec des machines, et maintenant, a fortiori avec des objets connectés, et il n'y a plus tous ces gens qui font ça. Et puis on assiste à tous ces gens-là qui sont loin du marché du travail et qui n'y reviendront plus. Et c'est le cas pour 7 milliards d'individus sur la planète, mais dans 15 ans, on sera 11 milliards. Ils feront quoi, les 4 milliards supplémentaires? Ils ne travailleront pas non plus. Donc la priorité des priorités, c'est rendre l'embauche accessible avec un coût du travail plus bas. Et je terminerai en disant que les pays qui l'ont fait, je ne prendrai pas comme exemple les petits pays d'Europe du Nord qui ne sont pas représentatifs parce qu'ils sont trop petits et leur histoire fait qu'ils sont trop différents, mais les pays comparables aux nôtres, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, sont aujourd'hui au plein emploi. Je vous rappelle que le plein emploi, c'est 4 ou 5%. Ils y sont. Pourquoi ils y sont? Parce que le coût du travail est beaucoup plus bas. Voilà. Frédéric Renal termine ce tour de table. Priorité pour vue du banquier. Alors, vu du banquier, je ne vais peut-être pas... les priorités de la banque, ce n'est pas très intéressant ou pas très important. Pour conclure, je dirais, moi j'ai un petit slogan, entre guillemets, qui est de dire agir ensemble. Agir d'abord parce qu'il n'y a que dans l'action qu'on redonnera la confiance qui fait défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'expliquer ce qu'on va faire, il faut le faire. Et donc il va falloir un certain nombre de mesures qui touchent tous les domaines. On a parlé de beaucoup de domaines aujourd'hui. Il va falloir des mesures très concrètes qui fassent dire aux entrepreneurs, ça y est, il y a des choses qui se font. Il y a des choses concrètes qui se mettent en œuvre et c'est dans cette action-là qu'on va redonner de la confiance. Le discours ne suffit plus. Et la deuxième chose, c'est ensemble, agir ensemble, parce que,
Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sauvera la planète, c'est-à-dire que personne ne détient la solution de rien. C'est fini de penser qu'on peut être le sauveur, ce n'est plus vrai. 2, parce qu'on est toujours plus intelligent quand on est nombreux et que les problématiques sont plus complexes. Et ensuite, parce qu'il y a des tas de choses qui se font bien partout. Au lieu d'essayer de faire quelque chose d'encore mieux, peut-être peut-on prendre ce qui est bien et essayer de l'optimiser. Et ça, c'est un vrai travail à faire aussi dans nos comportements. Bien, agir ensemble, vous êtes d'accord, Manuel Ibanez et Mohamed Lakila, que vous avez réussi votre coup puisque vous avez réuni autour de cette table, à travers votre baromètre et cette radiographie de la région, des acteurs essentiels de l'économie. Merci pour cette initiative. J'espère que vous avez apprécié ces échanges et on vous donne rendez-vous, après avoir remercié nos intervenants, on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures ici au Parc Chano. Merci mille fois.